Voilà, Monsieur Cohen, vous avez été diplomate, sous-secrétaire d'État donc chargé des affaires africaines au niveau du gouvernement américain. Vous êtes donc un connaisseur de l'Afrique, ou disons des dirigeants africains. Vous venez d'écrire un livre justement sur l'homme fort africain. Est-ce qu'on peut savoir finalement comment résumez-vous, quel portrait faites-vous justement de l'homme fort africain? Les premiers dirigeants après l'indépendance étaient des hommes très sincères. Ils voulaient faire beaucoup de bonnes choses pour le pays, mais ils ont pris certaines décisions qui n'étaient pas bien. Ils ont décidé de faire le parti unique et de ne pas avoir un système démocratique. Et ils ont décidé de nationaliser toutes les entreprises. Et ces deux décisions étaient mauvaises pour les pays, parce que ça a créé une économie négative. Ils ont perdu beaucoup d'argent et aussi le parti unique est devenu corrompu. Donc pour la première génération des dirigeants, le résultat n'était pas bon. C'était pas leur faute, ils ont pris un mauvais conseil de certains Européens socialistes. Mais on constate également qu'aujourd'hui, beaucoup de nos dirigeants actuels ont, comment on dit, libéralisé l'économie, contrairement à ceux dont vous parlez. Mais en même temps, cela non plus n'a pas donné la prospérité au niveau du continent africain. Oui, il y a vers la croissance dans la plupart des pays. C'est une amélioration. Mais le problème, c'est qu'il y a toujours, un manque toujours l'état de droit. Donc, les investisseurs ont peur que leurs contrats ne seront pas appliqués. Donc, petit à petit, je vois maintenant des petites entreprises dans les pays africains qui commencent à être répandues. Et donc, j'ai l'impression que maintenant, avec la troisième génération des dirigeants, comme Macky Sall au Sénégal, les dirigeants de Kenya et Ouganda, je crois qu'il y a une classe moyenne en Afrique maintenant. Je crois qu'il y a 15% des Africains sont entrés dans la classe moyenne. Donc je vois un horizon heureux, pas tout de suite, mais peut-être dans 15-20 années. Alors, quand les Congolais vous voient maintenant, évidemment, ils pensent à la politique de votre pays en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, leurs regards sont tournés vers le 19 décembre, mais c'est comme si la politique américaine est faite de tantôt de pression, tantôt de moins pression, et finalement, on ne sait pas où on va. Vous, en tant qu'Américain, qui a dirigé également, finalement, comment définissez-vous la politique actuelle de votre pays vis-à-vis du président Kabila qui veut s'accrocher au pouvoir? L'Amérique ne veut pas encourager la violence, mais l'Amérique veut aussi que Kabila s'en aille après la fin de son mandat. L'Amérique comprend maintenant qu'avec le glissement et toutes les autres erreurs, qu'il y aura une transition de quelques mois. Mais l'Amérique fait beaucoup de pression sur le président Kabila de quitter le pouvoir dès que possible. Et ils sont alliés avec la France, la Belgique, les Nations Unies pour aboutir à une solution sans violence avec une élection transparente. Alors, mais finalement, face à tout cela, M. Kabila aussi envoie des signaux comme quoi il ne veut pas quitter le pouvoir, il veut s'engager dans un bras de fer avec la communauté internationale. Pour preuve, il a reçu dernièrement le Conseil de sécurité. C'est presque comme s'il n'était pas en train de tenser cette communauté internationale en disant, ben voilà, ne venez plus ici, voilà, et même promettant même si c'est possible de modifier la Constitution. Alors maintenant, devant une telle situation, comment l'Amérique pourra-t-elle se positionner si Kabila dit clairement qu'il ne va pas quitter le pouvoir? J'ai l'impression que le président Kabila croit qu'avec l'élection de M. Trump qui va échapper et que l'Amérique va oublier le Congo. Mais il a tort de penser comme ça parce qu'il y a des républicains dans le Congrès des États-Unis qui sont amis de M. Trump qui vont l'encourager de continuer la même politique que M. Obama. Et donc l'Amérique, la France, la Belgique, les Nations Unies, Angola,
Congo-Brazzaville, ils sont réunis pour persuader Kabila de quitter le pouvoir après une élection. Dans une interview sur Al Jazeera, vous avez estimé que Kabila avait peur de quitter les pouvoirs parce qu'après il pourrait se retrouver en prison. De même que le président Kagame. Sur quelle base, disons, sur quels éléments vous basez-vous pour estimer que Kabila pourrait aller en prison si jamais il quittait le pouvoir? Il y a beaucoup d'indications qu'il y avait des biens mal acquis par la famille de Kabila. On voit ça dans tous les journaux, surtout en Belgique. Je crois qu'il a besoin des assurances qu'il ne sera pas poursuivi et qu'il sera sénateur pour la vie. Il va partir avec des honneurs. Et plusieurs pays, plusieurs politiciens ont déjà donné ces assurances. Donc je ne comprends pas pourquoi ils n'acceptent pas. Alors, les Congolais ont retenu également de vous une déclaration qu'au département d'État, le Kivu fait déjà partie du Rwanda. Et vous suggériez même le partage des richesses entre le Congo et le Rwanda, alors que les richesses du Congo relèvent de la souveraineté exclusive du peuple congolais. Est-ce que l'Amérique, on vous a retorqué, serait-elle prête à partager ses richesses avec le Mexique, avec le Congo, avec la France? Et pourquoi ce qui est bien pour l'Amérique ne peut pas l'être pour la République démocratique du Congo? Non, ma déclaration a été mal comprise. J'ai voulu dire qu'il y avait un contrôle de facto de Rwanda sur l'est du Congo, sur le Kivu. Et pour trouver une solution, j'ai proposé un marché commun entre les deux pays. Et comme ça, les commerçants des deux pays peuvent circuler dans les deux pays et acheter et vendre des minerais. Au lieu de la situation maintenant, où le Rwanda prend tout ce qu'ils veulent sans la participation des Congolais. Donc, c'est une solution que j'ai proposée. Alors, en regardant M. Kabila droit dans les yeux, si vous aviez un conseil à lui donner, parce qu'il semble que si vous avez travaillé dans le lobbying, qu'est-ce que vous pourriez lui dire? J'ai déjà écrit une lettre ouverte à M. Kabila qui a été publiée, qui dit « Je vous demande de quitter le pouvoir, de démissionner le dernier jour de votre mandat et vous serez honoré sénateur pour la vie et tout le monde sera content de vous. » Vous venez de suivre avec attention l'élocution de M. Herman Cohen. Vous avez d'ailleurs posé une question très pertinente là-dessus. Maintenant, ma question est de savoir, êtes-vous satisfait de toute son allocution du début jusqu'à la fin? Je ne suis ni satisfait ni déçu non plus, parce qu'il faut vous dire qu'on avait affaire à un diplomate. Donc c'est quelqu'un qui est resté du début à la fin dans un langage diplomatique. Monsieur Cohen, c'est un vieux routard, si je peux ainsi m'exprimer, de l'Afrique, qui connaît bien les Africains et il savait esquiver certaines questions telle que la mienne, parce que je crois savoir que jusqu'à aujourd'hui, M. Cohen, non seulement c'est quelqu'un qui s'est retiré officiellement de la scène politique, mais je pense qu'il continue d'agir dans l'ombre. Ça, c'est une information que je voudrais que les gens sachent, parce qu'il a une entreprise qui travaille dans la promotion de certaines activités américaines en Afrique. M. Cohen, son entreprise a été présente lors de tous les changements que vous avez vus dans les années 94, à partir de 1994 jusqu'en 2002 en Angola. Il a été présent indirectement via sa firme et certains groupes de sociétés de sécurité privée au changement qui a eu lieu au Congo à partir de 1996 et 1997. Donc pour lui, il était difficile de répondre à certaines questions alors qu'il continue d'être un acteur de l'ombre. Donc il faut comprendre qu'il était dans une position assez inconfortable de pouvoir dévoiler certaines choses. Cependant, il a donné certains éclairages, certaines orientations qui peuvent permettre à certaines personnes qui y ont un sens fin de l'analyse, de comprendre que vers où les choses peuvent évoluer.
La majeure partie de l'audience est un peu déçue du fait que, finalement, à l'issue du 19 décembre 2016, la communauté internationale et l'Amérique en particulier ne va rien faire par rapport à la situation actuelle. Êtes-vous déçu autant que la majeure partie des personnes ici présentes? Moi, je ne répondrai pas à votre question de la même manière parce que M. Cohen n'est pas venu ici en tant que représentant des États-Unis. Il a dit dès le départ, il vient livrer son analyse personnelle. C'est une analyse qui n'engage pas les États-Unis. Il en sait que trop. Mais il peut en savoir trop, mais ce n'est pas la bouche autorisée pour pouvoir dire ce que les États-Unis doivent faire ou ne doivent pas faire. Il faut comprendre que dans la conjoncture actuelle, nous sommes d'abord dans une situation où, entre guillemets, M. Kabila est dans une sorte de légalité. Et les jeux géopolitiques sont tels que les États avancent avec prudence. Quand je dis les États, les puissances, ils ne peuvent pas aujourd'hui dire que voilà, Kabila doit partir parce qu'on attend qu'on arrive plus ou moins à la date fatidique où chacun va se positionner. Officiellement exprimer sa position. C'est-à-dire que le 19 décembre, on saura qui est pour le glissement contre. Mais quand vous voyez toute la pression qui est faite autour de Kabila, sur Kabila aujourd'hui, comparativement à ce qui s'est passé en 2011, ça donne une certaine orientation qu'il y a un certain alignement diplomatique assez fort sur Kabila. Est-ce qu'aujourd'hui, la communauté nationale va dire que Kabila doit quitter? Sur base de quelle légitimité? Parce qu'on n'a pas une interprétation univoque de la Constitution. Comprenez? Je comprends ces déceptions. Moi, personnellement, je suis de ceux qui estiment qu'au 19 décembre, Kabila n'a plus aucune légalité. Donc la légitimité, il ne l'a jamais obtenue au Congo. La légalité, pour moi, il doit stopper. Mais il faut comprendre aussi que l'analyse qui est faite par les nations ne sont pas aussi les analyses qui sont le même que ce que nous ressentons en tant que Congolais. Et il nous appartient aussi de continuer de faire le travail pour faire de sorte qu'il y ait cette vraiment convergence, cet alignement pour qu'à un certain moment, que Kabila soit mis devant un fait accompli. Et il y a un propos assez subtil qu'il a avancé tout à l'heure quand il a dit que j'espère que le 19 décembre, Kabila va se déclarer qu'il ne veut plus rester au pouvoir. Ça dit beaucoup. Donc il ne faut pas seulement se limiter actuellement aux déclarations diplomatiques parce qu'on doit essayer d'utiliser aussi des moyens soft pour pouvoir faire comprendre à Kabila certaines réalités. Mais je pense qu'à partir du 19 décembre, il y aura d'autres solutions. Et ces solutions-là, comme on dit, quand il y a plus de solutions ou des perspectives politiques ou des perspectives diplomatiques, peut-être des moyens de contraintes qui peuvent... Comme les soulèvements populaires, par exemple. Mais je pense que s'il y a soulèvement populaire, on l'a vu, on a vu l'exemple au Burkina Faso alors que tout était dans la légalité. Donc ces États vont plutôt se ranger du côté des Congolais. Et c'est ce signal-là qui nous est donné aussi par la communauté internationale que nous devons capter. Pour une fois, on sent que cette communauté internationale, elle est ce qu'elle est, hein, mais ça aligne derrière les Congolais. Donc accompagnons et joignons nos efforts, mutualisons-nous pour faire de sorte que Kabila au 19 décembre ne soit plus président. Il propose des solutions, mais je pense que ce sont des solutions entre nous que Kabila n'acceptera jamais. Donc c'est un piège qu'on pose. Kabila n'acceptera jamais les positions qui lui sont proposées aujourd'hui ou soumises aujourd'hui, notamment les solutions qui sont proposées par la CENCO. Donc on sait qu'il sera tenu responsable du blocage et celui qui est responsable, il doit payer les prix de l'échec ou de la situation. Mais l'ambassadeur Cohen est un diplomate, n'est-ce pas? Donc il utilise un langage très policé. Moi, je ne peux dire que deux mots. Au sens propre, prévarication, c'est-à-dire mauvaise gestion, mauvaise gouvernance et détournement de fonds, égale impeachment, procédure d'empêchement. Organiser une transition dès le 20 décembre avec un comité d'union nationale de salut public, présidé par les candidats shortlistés à l'élection présidentielle, qu'ils soient de la majorité présidentielle sortante ou de l'opposition la plus large possible, un comité de maximum une douzaine de personnes qui aurait pour tâche de permettre
aux Congolais de voter, qu'il y ait des élections démocratiques et transparentes en déant les 12 mois à venir à partir de la date du 20 décembre. Voilà. Même si ce n'est pas prévu textuellement dans la Constitution, ce n'est pas non plus un but en soi, c'est un moyen pour aller de l'avant. Ici, on est dans l'obstruction depuis trop longtemps. J'ai cru en Kabila, il m'a déçu. Il n'est plus digne d'être chef de l'État à partir du 20 décembre. Il faut un comité de salut public national qui lui permet de prendre sa retraite dignement, mais que d'autres puissent assumer la transition au service du développement du pays, au service des Congolais. Voilà mon opinion.